Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Zolive Media. Aujourd'hui, dans les petites gueules du net, je reçois mon invité du jour qui est Farid El Yamni. Alors, Farid El Yamni, ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais c'est le frère de Wissam El Yamni, qui est malheureusement une triste affaire dans laquelle ce jeune homme a perdu la vie dans le cadre d'une interpellation policière. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, bonjour Farid El Yamni, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour de m'avoir proposé l'interview. Avec grand plaisir. Alors, comme je le fais avec tout le monde, avant de commencer, on va se mettre à l'aise. Je vais déjà te laisser te présenter en quelques mots. Je suis Farid Eliamni, je suis le frère de Wissam Eliamni. Je fais partie aussi du comité Justice et Vérité pour Wissam. Et je pense que c'est par rapport à cette question-là que tu m'as interviewé. Voilà. Donc, que dire, j'ai 34 ans. Je suis né à Clermont-Ferrand comme Wissam. Bon, là, je suis plus à Clermont-Ferrand, mais j'ai encore toute ma famille à Clermont-Ferrand. Et je suis de près la question des violences policières maintenant depuis la mort de mon frère et son interpellation donc depuis début 2012. Ok, et ben écoute, alors on va poser le cadre un petit peu, on va déjà rentrer dans le vif du sujet, hein, soyons très clairs là-dessus. Alors, je rappelle le contexte. Dans la nuit du 31 décembre 2011, ton frère Wissam est interpellé, on va dire de façon musclée, hein, selon les versions officielles, pour jet de pierre sur un véhicule de police. Lors de cette interpellation, il est transféré au commissariat de Clermont-Ferrand pour être placé en garde à vue. Et lors de ce placement en garde à vue, il s'avère qu'on le retrouve mystérieusement dans le coma, dans des circonstances qui restent un petit peu floues, dirons-nous, et malheureusement, ton frère décède 9 jours plus tard. Depuis, on va dire que tes proches, ta famille et toi ne cessez de clamer la vérité pour que justice soit rendue à ton frère. Donc, vous contestez un petit peu, on va dire, les informations officielles qui ont été données à ce moment-là. Et pour bien situer le contexte, aucun des policiers de l'équipage qui a interpellé ton frère n'a été mis en examen suite à cette affaire après avoir été entendu. Est-ce que tu valides déjà la présentation, on va dire, de l'affaire par rapport à ça? Alors c'est comme ça que les choses sont effectivement présentées. Après, je suis pas forcément d'accord sur la présentation, mais c'est comme ça que les choses sont présentées, oui, effectivement. D'accord. Et ben on va aller dans le vif du sujet, hein. Donc déjà, avant de commencer, tu as perdu ton frère. C'est quelque chose, si je perdais mon frère, je pense que je serais extrêmement traumatisé et peiné, on va dire. Euh, comment psychologiquement tu te sens aujourd'hui? Comment tes proches l'ont vécu? Ta famille, les amis de Wissam? Comment va tout ce beau monde, on va dire? Effectivement, tu as bien fait de présenter les choses. Souvent, on va sur l'aspect technique, sur l'aspect juridique, mais à la base, on oublie que c'est la mort d'un homme, en fait. Quelqu'un qui est mort, là, par exemple, avec George Floyd aux États-Unis, les médias américains, ils présentent une chose, ils disent une personne unarmed, c'est-à-dire une personne qui n'était pas armée, est décédée. Voilà. Et en gros, c'est effectivement, c'est une mort violente. Moi, j'ai vécu, comme je dis, j'ai vécu 20 ans dans la même chambre que mon frère. C'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps. C'est lui qui m'emmenait à l'école en maternelle, voilà, c'est lui qui me conseillait. C'est, c'est la personne la plus proche, simplement. Et cette personne-là, en fait, ben, j'ai envie de dire, elle n'est pas morte, on lui a enlevé la vie, parce qu'elle n'est pas morte d'une manière naturelle. Donc là, en soi, effectivement, c'est vraiment quelque chose au niveau de la famille, comme toute mort, euh, comment dire ça, comme toute mort auquel on s'attendait pas. En fait, ce qui a été très difficile au début, c'est que, en fait, mon frère avait une place très importante dans notre famille et il était plus là. Je vais prendre un petit exemple, mais par exemple, les repas de famille, bah, parfois il y avait des silences, parce que c'est bizarre à expliquer. Mais on s'attendait à une parole de mon frère, par exemple, à ce moment-là. Mon frère, c'était quelqu'un qui était
réputé comme un petit peu un clown qui rigolait tout le temps. Mon frère n'a jamais, 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 jamais haussé la voix sur mes parents. Il a jamais haussé la voix sur mes parents. C'est quelqu'un qui était toujours dans la blague, qui avait une énorme forme de répartie d'ailleurs. Et ouais, c'était quelqu'un qui faisait de la musique, qui écrivait des textes, voilà, qui était vraiment un bon vivant. Moi, j'étais plutôt du domaine intellectuel. Lui, il était connaissait énormément de gens. Il avait le contact très facile. Et, euh, et en fait, c'est d'abord ça, en fait. Ce qui est difficile au début, c'est voilà, de vivre sans. Et peut-être, en fait, après, ce qui est encore plus difficile, en fait, c'est que les personnes qui nous sont chères souffrent à cause de ça. Ça fait mal. Vous savez, ma mère, c'est quelqu'un, je vais vous dire, tout le monde dit ça, ouais, mais ma mère, c'est quelqu'un qui nous, comment dire, qui est incapable de faire du mal à une mouche. Incapable. Elle est incapable c'est quelqu'un, même quand elle a tort, limite, elle s'excuse d'avoir tort. Elle s'excuse, non, même quand l'autre a tort, elle s'excuse de montrer que l'autre a tort. Je ne sais pas si vous voyez le degré de gentillesse que ma mère a. Eh bien, ma mère, elle souffre de ça. Elle souffre de la situation. Elle souffre d'avoir perdu un fils. Elle souffre d'avoir perdu un fils qu'elle a mis au monde, voilà. Elle souffre des efforts aussi qu'elle a pu faire parce que, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais quand tu une personne, les policiers, ils tuent une personne en se disant, voilà, sa vie ne comptait pas. Mais en fait, la personne qui est morte n'est plus là. Mais la personne pour qui cette vie comptait, ils sont toujours là. Et ces personnes-là, en fait, deviennent des morts vivants d'un côté, parce qu'il y a quelque chose en eux qui meurt. Quelque chose en eux qui meurt. Moi, avant, euh, et on me faisait souvent cette critique-là. Je voyais toujours le positif des gens. Même chercher, voilà, je voyais toujours le positif des gens. Et ça vous enlève, en fait, ces épreuves-là. En fait, ça enlève quelque chose. Ça enlève une forme de confiance dans le monde. Et effectivement, il y a une partie de vous qui est traumatisée quand même. Une partie de vous qui est cassée, et cette partie-là, en fait, ouais, elle est cassée à jamais, en fait, comme un élastique. Voilà, c'est de se dire, en fait, finalement, que je ne peux pas compter sur les autres. Ouais. C'est dans cette histoire-là, en fait, c'est déjà d'une, en fait, quand une personne, je ne peux pas compter sur le fait que les autres protègent des personnes qui nous sont sacrées, qui nous sont chères, des autres, mais aussi d'eux-mêmes, aussi d'eux-mêmes. Ça, on ne peut pas. Et on ne peut pas compter aussi sur les autres pour nous sortir de cette situation-là. Et en ce sens, en fait, ça, il y a quelque chose qui fait mal dans la mort en elle-même, mais quelque chose aussi qui fait mal dans aussi qu'est-ce qu'on fait après cette mort-là. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on fait comme avant? C'est-à-dire comme avant, ben, on regarde la télé, l'équipe de France, et on est content quand l'équipe de France gagne. Moi, c'était ça. On va voir des matchs de rugby en se disant, ouais, on est des Auvergnats, on est des tout ça. Ou est-ce que après on se dit, mais finalement, les autres sont pas là pour moi. Je veux dire, ce qui est important, c'est que c'est les gens sur qui je peux compter, et on se met à compter aussi les personnes sur qui on peut compter. Ces épreuves-là nous permettent de voir ça, nous permettent de voir qu'il y a des gens qu'on considérait comme forts qui en fait sont minables, et d'autres qu'on ne connaissait pas, par exemple, comme toi, par exemple, et qui nous apportent du soutien, ou des gens dans le comité qui connaissaient même pas Wissam, et qui se disent, voilà, c'est pas une question de je le connais, qu'il était bien, qu'il était pas bien, qu'il avait fait une connerie, tout ça. Et vous remarquerez que je ne, comment dire, j'appuie jamais là-dessus. Je pourrais. Je pourrais dire non, c'était quelqu'un de bien, d'extraordinaire, de tout ça. Je pourrais appuyer là-dessus, prendre des éléments, des personnes qui connaissaient, et les faire parler, leur dire, vous voyez tout ça. Je pourrais faire comme ça. Mais je considère qu'en fait, même si c'était un violeur, même si c'était tout ça, euh, le rôle de la police, le rôle des institutions, eh ben,
c'était d'une certaine manière qu'il soit jugé et qu'il puisse répondre de ses actes, ouais, vis-à-vis de la justice à la limite, s'il a fait une connerie, mais pas qu'on touche à ce qu'il a de sacré, pas qu'on touche à ce qu'on a de sacré. Parce que, en se disant, de toute façon, nous, avec eux, on peut tout faire. Et vis-à-vis d'eux, voilà, tout ça, c'est pas acceptable. Ce qui est d'autant moins acceptable, vous savez, dans la situation, c'est que c'est à nous de le dire. Voilà, ça, c'est. Tout à l'heure, je voyais l'Américain vous savez, par exemple, aux États-Unis, il y a eu une arrestation là, et il y a une fausse expertise encore, comme souvent, qui disait qu'en gros, qu'il est peut-être mort d'une hypertension, tout ça. Et là, il y a eu des docteurs, des médecins légistes qui ont dit en direct, qui ont dit dans les médias, c'est pas possible, c'est de la merde cette expertise-là. C'est pas possible. Moi, en tant que médecin légiste, moi, en tant que docteur, je dis ça. Moi, ce qui me dérange, vous voyez, dans la situation actuelle, et c'est d'une certaine manière, c'est ça aussi qui me donne la force, c'est que il n'y a pas assez de gens comme cela. Pas ces gens, je vois, il y a l'histoire de Camilla Jordana, qui viennent et qui prennent leur parole. Il n'y a pas assez de gens comme ça, en fait. Il n'y a pas assez de garde-fous, il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de. Voilà, il n'y a pas assez de. Comment il s'appelait? D'Émile Zola. Il n'y a pas de ça, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de ça. Et on ne peut plus compter sur eux. Donc on peut compter que sur nous-mêmes. C'est à la fois une force, mais aussi une faiblesse. Une force parce que d'une certaine manière aussi, bah voilà, bah d'une certaine manière, on n'a pas le choix d'être fort quand on n'a pas le choix d'être fort en fait. Et c'est à la fois une force, mais c'est aussi une faiblesse parce que finalement, on se pose la question, mais si je ne peux pas compter sur les autres et que je peux compter que sur moi-même, en fait, Alors, tu vois, par rapport à ce que tu dis, à quoi servent les responsables politiques? À quoi servent les institutions? À quoi servent, à quoi ça sert de fabriquer un nous? À quoi ça sert de beaucoup de choses, quoi. Donc, on peut avoir tendance à faire ça. Mais finalement, en fait, non. Et c'est ça le positif aussi de la situation, parce qu'on a aussi vu de belles âmes, des gens qui nous ont soutenus et qu'on s'attendait vraiment pas à nous soutenir. Des gens, comme je vous disais, qu'on pensait faibles, et qu'ils étaient là, des gens des gens qui n'avaient rien à voir, des blancs, des bourgeois, des tout, qui disaient non, mais je vous soutiens, je suis avec vous. Ouais, il y a tout ça, en fait. On peut croire dans des situations que, voilà, que l'autre est un, comment dire, que l'autre est un salaud, en fait. bien C'est sûr. comme ça qu'on peut réagir. Mais en fait, l'autre faut pas le juger par rapport à son image. Vous savez, Ah, mon frère, il avait écrit un texte, il avait dit ça. On ne juge pas les autres par rapport à son image. Il a écrit un texte de rap comme ça. Et ouais, on juge pas. Et on juge trop les gens par rapport à leur apparence, par rapport à ce qu'ils donnent. À ce alors qu'ils donnent. justement, je vais juste rebondir un petit peu hein, pour qu'on en garde aussi. Euh, Déjà, je vais être transparent vis-à-vis de tout le monde. Euh, j'ai sollicité Farid pour l'interview. Il dit que je le soutiens, mais là, soyons clairs, c'est du média, je reste objectif, je reste factuel. Je ne suis pas là pour contester une décision de justice, mais je suis là pour te donner la parole et pour que tu apportes des éléments probants ou non, ça c'est aux gens de juger, mais pour te permettre d'être écouté parce que il me semble que c'est important. Voilà, ça c'est voilà. Moi après, je suis un média clermontois. L'affaire s'est passée à Clermont-Ferrand. Si j'enlève la casquette de média, j'ai effectivement été marché lorsqu'il y a eu la marche pour Wissam. Euh, C'était du soutien, c'est évident. Maintenant, euh, moi j'aime bien les faits, ça c'est important. Il y a des choses qui interpellent parce que il y a eu énormément d'éléments contradictoires dans cette affaire. Un coup, on a évoqué le fait que ton frère était violent. On a évoqué le fait qu'il était drogué. On a évoqué le fait qu'il était alcoolisé. On a évoqué le fait qu'il était tombé, qu'il s'était fait des fractures tout seul. Un certain nombre d'éléments qui, malgré tout, interrogent. C'est peut-être vrai, comme ça ne l'est peut-être pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui te donner la parole, pas pour faire de la prêche pro-Wissam, euh, il a fait une bêtise. On ne jette pas de pierre sur un véhicule de police. Mais la question fondamentale est, est-ce qu'on perd la vie pour un jet de pierre? C'est ça la vraie question. Que des gens payent par rapport à ce qu'ils font, c'est normal. Mais une famille comme la tienne a légitimement besoin de comprendre pourquoi
une affaire comme celle-ci, qui pourrait sembler banale, a pris des proportions complètement hallucinantes. Tu en parleras peut-être tout à l'heure. Le retour du corps de l'Institut médico-légal de Lyon, qui a pris des mois, c'est assez inédit. Donc, forcément, plus on traîne dans une affaire et plus on s'interroge. Voilà, je voulais remettre vraiment les choses dans leur contexte. Donc, maintenant, on va en revenir par rapport à l'affaire. Elle en est où, cette affaire, actuellement, concrètement? Bon, alors juste avant de te répondre, quand on dit les éléments contradictoires, nous, à aucun moment donné, on s'est contredit. Donc, ce que je veux dire, c'est que on aurait pu, par exemple, sur l'histoire du jet de pierre, on aurait pu dire non, ça s'est pas passé. On aurait pu le dire, hein. On aurait pu dire non, ça s'est pas passé. Comme pour les policiers, non, ça s'est pas passé, non. On aurait pu dire que, vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous aussi, on aurait pu mentir et tout. Mais on n'a jamais menti. On n'a jamais menti. Donc ça, je veux dire, c'est très important. C'est pas une parole contre une autre, c'est une parole qui n'a jamais menti contre une parole où on a montré qu'ils ont menti. Effectivement, on a montré qu'ils ont menti. Ils sont partis plusieurs fois, ils ont dit que mon frère était sous emprise de drogue et qu'il était même mort de drogue. On a mis un rapport d'expertise sur Internet. On l'a mis aux yeux de tout le monde. On leur a dit, voici ce que dit le président des experts toxicologues au monde, celui qui est reconnu comme le plus grand expert toxicologue du monde, travaille avec le FBI. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'était même pas positif au moment de l'interpellation. Hein? C'est important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont le droit de mentir 1000 fois. Et on dit toujours c'est une version contre une autre. Nous, on dit la vérité. Et ça a été reconnu par la justice finalement. Parce qu'à un moment donné, pareil pour l'histoire des Marcoussis. Le procureur Pierre Sénès est allé devant la presse, est parti dire à La Montagne, à France 3, à France Bleu, venez, venez, venez. Les Marcoussis, vous voyez, les Marcoussis de Wissam, la famille dit que c'est des marques de strangulation. Eh bien, en fait, c'est des frottements de vêtements. À ce moment-là, on a été trop gentil. Vous savez, on avait des photos qui montraient qu'il avait des marques de strangulation. Il y avait dans le dossier médical c'était marqué que c'était des marques de strangulation. C'était marqué dans le dossier médical que c'était des marques de strangulation. Et le procureur va dans la presse, ment, et après, il y a une promotion sur Nantes. Et après, on nous dit, oui, mais c'est une situation floue. Alors là, je vous ai donné 2 éléments, effectivement. Quand vous dites, en fait, on peut garder des éléments, je peux parler 10 heures sur tous les éléments qui sont faux, parce que tout est faux. Il y a un dossier, il y a des photos qui ont été antidatées, des photos qui ont été prises à la fin de son hospitalisation. Alors, quand tu dis 9 jours et demi, en soins intensifs. C'est-à-dire qu'en fait, on lui mettait de la pommade, on lui donnait des médicaments pour qu'il se résorbait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une cicatrisation 2 fois plus importante, en fait, que si vous étiez normal. Le corps était en voie de cicatrisation. Et qu'est-ce qu'ils font? La police judiciaire, ils prennent des photos à la fin de l'hospitalisation qui datent au 1er janvier. On va devant la chambre d'instruction, on leur dit regardez les photos qu'ils ont prises, regardez les photos qu'ont pris les médecins. Ce n'est pas possible que ces photos-là soient du 1er janvier. La chambre d'instruction, des preuves visuelles. Des preuves visuelles. Elle dit effectivement, il y a un anguille sous roche quand même. Il y a des photos normalement du 1er janvier, ou la police judiciaire date du 1er janvier, où il a moins de barbe, où il a moins de moustache, où il est moins marqué. Et des photos du 2 janvier où il est énormément marqué. C'est quoi cette histoire? Donc la chambre d'instruction, elle demande de dater les photos du 1er janvier parce qu'on dit, c'est marqué que c'est sur l'ordinateur et un appareil photo numérique. Elle demande de dater, comme ça on saura. Et bien là, l'ordinateur a été formaté après la demande de les analyser. Là, je vous ai donné un 3e élément, je peux vous en donner un 4e. Les enregistrements radio, parce qu'il y a des enregistrements, des échanges radio entre les uns et les autres. Il y a une juge d'instruction à un moment donné, quand vous dites en fait qu'ils n'ont jamais été mis en examen, si, il y a un moment donné une juge d'instruction qui a voulu faire son travail et on l'a vite mutée. Et bien elle a demandé de regarder ces vidéos. Elle s'est intéressée un petit peu aux éléments. Elle s'est aperçue qu'en fait, que les scellés judiciaires, là je parle de scellés judiciaires, ont disparu. C'est gravissime. Elle dit, il y a un problème, il y a des scellés judiciaires qui disparaissent. Le défenseur des droits, il demande aussi les enregistrements radio, on leur dit qu'ils ne sont pas là. Donc nous, on communique,
Eh ben, ils réapparaissent comme par magie, mais sauf qu'ils réapparaissent pas, non, pas comme ils étaient. Ils réapparaissent morcelés. Vous voyez? Là, je vous ai donné un autre élément. Je peux vous en donner encore plein d'éléments comme ça. Vous savez, à tel point que l'ACAT, qui a fait un rapport, a dit qu'ils n'ont jamais vu une affaire, qui concentrait autant de dysfonctionnements. D'habitude, il y a un expert qui ment, il y a des preuves qui sont trafiquées, il y a tout. Là, tout, ça, c'est un concentré de dysfonctionnement. Il y a un concentré de dysfonctionnement. Et on n'est pas seul à le dire. Il y a des experts qui disent qu'ils ont menti. Et la justice a reconnu. Il y a des ordinateurs qui ont été formatés après les demandes. Le défenseur des droits l'a remarqué. Il y a tous ces éléments-là qui s'ajoutent effectivement. Tel point même, vous savez, quand vous faites une enquête, vous devez entendre les témoins. À l'heure actuelle, on est en 2020, on n'arrive pas à faire en sorte que la juge d'instruction interroge personnellement la juge d'instruction Myriam Pénina. Je le rappellerai jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, j'en fais une promesse. La juge d'instruction Myriam Pénina ne veut pas entendre les témoins. Et pourquoi elle ne veut pas entendre certains témoins? Parce que ces témoins-là, on les a entendus. Ces témoins-là étaient dans le couloir du commissariat, ont entendu à 10 mètres d'eux des policiers torturer à mort mon frère à l'endroit même où ils disent qu'il est tombé dans le coma. Et c'est toujours comme ça, en fait, dans les affaires de crime. À l'endroit, on retrouve la victime à l'endroit où elle est mise à mort. C'est-à-dire que mon frère, en fait, il a été torturé dans le couloir du commissariat. Et c'est pas compliqué, en fait. C'est eux qui la rendent compliquée. C'est pas nous contre eux. Non, c'est eux. C'est eux qui la veulent comme ça. C'est eux qui veulent rendre les choses floues. Il y a un homme qui meurt pas naturellement devant des témoins. Il aurait su simplement, elle aurait pu être bouclée en une semaine, cette histoire-là. On fait la vérité médicale et on entend les 3 témoins de la scène de crime. C'est très simple. Sauf que la vérité médicale n'est pas faite. Et les témoins visuels et sonores ne sont pas entendus par la juge d'instruction. Elle ne veut pas les entendre. Et on ne peut rien faire. Parce qu'elle justifie, elle dit, la police des polices a essayé de les contacter, mais elle n'a pas réussi. Non, mais vous voyez là, par exemple, sur l'affaire Leguet dans le sud, là, la police des polices, là, elle est partie chercher la source d'une information d'un journaliste. Hein? Quand ils veulent notre affaire, ils sont partis voir un formateur de police dans le sud de la France pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Dites-moi qu'il a bien fait. En fait, c'est pour ça que c'est pas toi, Olivier, c'est pas tout ça. Moi, pour la situation, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un flou et tout ça, alors qu'en fait, la situation elle est simple. Elle peut pas être plus simple que ça. Il y a des gens qui mentent, qui ont été pris en flagrant délit de mensonge. Il y a des témoins, il y a des marques de coups, il y a des marques de fracture, des marques de strangulation. Il y a des mensonges sur tous les éléments, ce qui est une preuve de culpabilité. Mais la différence, c'est qu'on juge pas des faits, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On juge des personnes. C'est l'histoire d'un homme, d'un délinquant, comme ça qu'ils veulent la présenter, contre la police. C'est comme ça qu'elle est jugée, l'affaire. Alors que c'est pas ça, en fait, l'histoire. Mais eux, comme ça. Eux, ils ont rendu les sortes que ce soit comme ça. Nous, vous savez, au début, on a même fait des écrits. Vous pouvez en retrouver des écrits. Et on a même perdu des amis pour ça. On a même perdu beaucoup de. On aurait pu aussi, je veux dire, partir. On a dit, il y a des gens qui sont bien dans la police. On l'a dit par écrit en mars 2012. Il y a des gens bien et il y a des gens pas bien. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est que la justice soit faite, voilà. Et si elle avait été faite comme ça, croyez-moi, on aurait pu honorer cette institution-là. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est de notre devoir. Là, il est de notre devoir de dire non. Notre devoir de nous battre. Alors, quand je dis notre devoir, je suis son frère, effectivement. Mais en fait, c'est parce que j'ai été témoin de tout ça, en fait. J'étais témoin que il y a quelque chose qui en fait, c'est au-delà de la mort d'un homme, en fait. Vous savez, le pire criminel ne ferait pas ce qu'ils ont fait. Comme vous dites, il garderait pas un corps pendant 6 mois et nous le rendrait en putréfaction. Non. Il dirait pas qu'une personne est morte de drogue alors qu'ils l'ont torturée à mort. Non. Il dirait pas que la famille est dans le mensonge et dans le chagrin, elle n'est pas objective, alors qu'elle apporte des éléments objectifs. Alors qu'elle dit simplement, on veut simplement que vous reconnaissiez ce que la science dit.
qui a 4 nanogrammes par millilitre, alors que le seuil de mortalité est à 3000, et que le seuil de positivité pour conduire est à 50 nanogrammes par millilitre, en fait, c'est des chiffres. On voudrait simplement que les gens, que ce soit pas l'un contre l'autre, aient dit ça et tout ça, mais simplement que les gens s'intéressent. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, si à partir du moment où tu nous laisses la parole, à partir du moment où comment dire, que les gens déjà s'intéressent, c'est déjà une victoire. Parce Voilà. que, en fait, tout se joue là-dessus. Tout est masqué. Tout est masqué. Les choses Justement, sont. On veut les cacher. C'est pas pour rien que, par exemple, il y a Chotti qui va interdire qu'on puisse filmer des violences policières. Parce qu'on veut cacher tout ça. On veut tout mettre ça sous le tapis. Mais à force de mettre tout ça sous le tapis, il y a des allergies. Ça part. Toute chose a des conséquences. Toute chose a des conséquences. Lorsque, d'une certaine manière, on cache des choses, quand on cache des choses, ça casse des choses. D'accord. Alors, je me permets de rebondir aussi, hein, j'essaie de rythmer un peu l'interview en parallèle. Moi, encore une fois, je suis pas là pour. Je parle de faits, je suis pas là pour contester la version policière ou la version judiciaire. Tu as des éléments à apporter, que les gens en aient conscience et les écoutent surtout. Par contre, moi, en tant que Clermontois, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est une anecdote, hein, ce que je vais raconter, mais il y avait une exposition qui avait été organisée par le Conseil général du Puy-de-Dôme. Et il y a un artiste qui avait été invité à participer à cette exposition qui s'appelle Thierry Toth. Euh, et celui-là, en fait, avait réalisé un tirage qui évoquait la mort de ton frère et qu'il avait intitulé Wissam 1981-2012. Et là, il a subi une pression de ce même conseil général qui lui a demandé de ne plus venir à l'exposition. Ensuite, ils se sont ravisés, ils lui ont dit, vous pouvez venir, mais qu'à la seule et unique condition, c'est que ce tirage, vous l'abandonniez. Non, non, Et non, 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 non. lui a dit Que non. vous enlevez le nom, en fait. Voilà. Alors, c'est qu'en fait, on peut garder l'œuvre, mais vous enlevez le nom. voilà. Donc ça, en tant que Clermontois, forcément, qui s'intéresse quand même à pas mal de choses, d'actualité, ça m'a forcément interpellé. Et je me suis dit, ils sont vraiment pas à l'aise quand on n'a rien à se reprocher. On ne fait pas de censure parce que là, on est sur de la censure quelque part. Et donc, ça interroge, encore une fois, ça interroge l'histoire de ton frère, qu'on le veuille ou non, ça interroge. Maintenant, euh, par rapport à ce qu'on est en train de dire, je reviens malheureusement pour toi en 2012. Il vient de se passer ça. Euh, Ça part mal dès le début, cette histoire-là. Ton frère, on parle d'un quartier qui s'appelle la Gautière à Clermont-Ferrand, qu'on appelle communément les quartiers nord, comme partout en France. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des émeutes? Est-ce qu'on a brûlé des voitures? Est-ce qu'il y a eu des agressions de policiers? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que bien souvent en France, aujourd'hui, on l'a vu récemment dans le Val d'Oise notamment, ou même des fois en Seine-Saint-Denis, quand il y a des morts comme ça un petit peu tendancieuses et qui incriminent un délinquant, hein, on va reprendre les termes officiels, et la police, et que la sanction semble complètement euh, qui n'est plus cohérente quoi quelque part, il y a souvent derrière des émeutes. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là en 2012 dans les jours qui ont suivi à Clermont-Ferrand? Donc effectivement, euh, comment dire, désolé encore de te reprendre, mais le mot délinquant, c'est, je veux dire, un homme qui a fait quelque chose, ça, il n'y a pas de souci, on peut dire ça. Un homme qui a fait une bêtise, il n'y a pas de souci. Mais c'est essentialiser les gens en disant que c'est des délinquants, comme s'ils naissaient délinquants, je trouve ça un petit peu bizarre. Mon frère, à mes yeux, c'est pas un délinquant, c'est un homme. Enfin, c'est une personne, quoi, qui a peut-être fait quelque chose. Comme vous avez peut-être fait quelque chose. Mais je veux dire, en aucun sens, en fait, une personne est un délinquant. Voilà. Une personne est quelque chose. Non, elle n'est pas délinquant. Voilà. Alors, en 2012, effectivement, lorsqu'il était, en fait, lorsque ça s'est passé, effectivement, les quartiers ont brûlé. Les quartiers de Clermont ont brûlé et ça a fait l'unanimité, en fait, tous les quartiers, quoi. Tout le monde a dit que c'était, comment dire, c'était une révolte, c'était une colère
parce que c'était la mort d'un homme qui était complètement injuste, mais aussi parce qu'en fait, ça appuyait d'autres injustices, je pense, que ça faisait écho à d'autres injustices, et que d'une certaine manière, en fait, en fait, c'est l'injustice en soi de perdre la vie comme ça et d'être traité justement. C'est pour ça que c'est pas. Je sais que d'être traité comme tu le dis, tu vois, en disant c'est un délinquant, voilà, donc allez, vas-y, on passe à autre chose. Et il a eu que ce qu'il méritait. Il a cherché ça, il a eu ce qu'il méritait. Il y a quelque chose là-dessus qui est en fait qui est vraiment révoltant. Vous voyez, là, j'ai un petit peu la bibliothèque. C'est Spinoza qui disait ça. C'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un se reconnaît dans une autre personne et qui vit certaines choses, euh, en fait, sa souffrance est aussi la souffrance de l'autre est aussi notre souffrance. Mon frère, on a beau le, alors j'entends dire ouais, c'est quelqu'un qui fait pourrir la vie des quartiers. Vous retrouverez jamais une personne dans le quartier de la Gautière qui dira du mal que mon frère a fait du mal, lui a fait du mal. Vous en trouverez pas une personne. Il est né dans ce quartier-là. Et là, je Ah, mets tout le monde au défi de trouver une personne dans ce quartier-là qui dit que mon frère lui a fait du mal. Vous n'en trouverez Farid, pas. Farid, je vais Et intervenir. Je vais intervenir 2 petites secondes. J'ai une collègue de travail qui connaissait très bien ton frère, d'accord? Et qui m'a dit, jamais je n'ai connu, et je le dis vraiment en toute sincérité, jamais je n'ai connu Wissam comme il a été dépeint par les médias dans cette affaire. Très clairement. Et là, je le jure, je ne sais pas une fake news. Ton frère, je ne le connaissais pas. Par contre, je suis de Clermont-Ferrand et je connais aussi du monde, forcément. Et ton frère était apprécié, en tout cas, de cette personne-là. Et elle a été énormément choquée par ce qu'on a pu dire sur ton frère. Donc, je remets un peu le débat aussi dans le contexte, c'est-à-dire que quand je parle de délinquant, on l'a présenté comme ça. C'est oui, bien pas sûr. nous qui présente ton frère comme étant un délinquant, mais encore une fois, je ne reprends que de la factualité. C'est-à-dire que si tu as des organes de presse régionaux, voire même nationaux, qui disaient c'était un délinquant, et que quand tu parles à des gens qui ne le connaissaient pas sur Clermont-Ferrand, et que tu parles de l'affaire Wissam El Gamni, je te le dis avec toute la sincérité qui m'anime, tu as des gens qui disent ah ouais, mais faut assumer, il faisait des conneries, le mec, c'était un délinquant de quartier. Ce soir-là, il a voulu faire le plus fort, il a balancé des pierres. Quelque part, c'est bien fait. Euh, la mort d'un homme ne justifie rien. Euh, Mais les et donc, personnes, Olivier, les voilà. personnes qui le jouent sont des personnes qui ne le connaissaient pas. Moi, l'exemple que tu me donnes, je peux, en fait, je pourrais faire vraiment, je pourrais voir. J'ai même rencontré des gens, une femme handicapée qui m'a dit des choses. La veille de la mort de mon frère, dans le quartier d'Herbé, mon frère est parti à Géant acheter des gâteaux. Il a distribué des gâteaux aux enfants du quartier. Voyez, ça, c'est des trucs comme ça que vous pouvez vérifier. La veille de sa mort, quelques heures avant, il a acheté des gâteaux pour les distribuer aux enfants. Aux enfants. Vous voyez, des choses comme ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se permettent de juger des vies, qui se prennent mieux que Dieu. Et en plus, à la limite, c'est s'ils avaient raison. Mais ils ont tort, en plus, ces personnes-là. Ils ont tort. Ils ont tort. Ils n'ont pas tort à tout ça. Ils ont tort. Et effectivement, ils prennent un élément en 30 ans. Ils disent la personne a jeté une pierre. OK. Et le pire dans tout ça, c'est que on pourrait dire c'est pas vrai, on pourrait tout ça, mais pour nous en fait c'est pas ça qui est le plus important. Et il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas violé quelqu'un, il n'a pas assassiné quelqu'un, il n'a pas, il n'a pas cambriolé quelqu'un. Je veux dire, dans ces cas-là, chaque acte qui est un petit peu à côté mérite la mort. C'est ça le truc. C'est ça le truc, ces personnes-là, quand elles nous disent ouais, bah, il a eu que ce qu'il méritait, dans ce cas-là, toutes les personnes qui sont en prison méritent la mort. Toutes les personnes qui un jour font une connerie méritent la mort. Toutes les soirées étudiantes où ça se passe mal, elles méritent la mort. La vérité, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas une personne qui a fait quelque chose, qui a fait tout ça. La vérité, c'est que on l'a chargé et on en a fait une vie qui était supprimable. Et c'est là, ce truc-là, là, j'ai mis du temps à le comprendre. Ce truc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui ont le droit à l'erreur? Pourquoi, limite, Alain Juppé, qui a fait énormément de trucs, le truc Mitterrand, là, qui a fait de la pédophilie, ou des trucs de dingue, des trucs de dingue, hein. Des choses, eux,
Ils ont le droit à l'erreur, ils reviennent, c'est bon, ils ont payé leur truc. Mais nous, en fait, mon frère, lui, il est condamné à perpétuité pour un truc, je vous dis, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas aussi simples. Vous savez, par exemple, on a dit que mon frère avait fait un guet-apens. Hein, ça a été présenté comme ça. Qu'il avait appelé les policiers et qu'il leur avait jeté une pierre. Hein. En fait, on s'aperçoit que c'est pas sa voix, que cette histoire d'appel a été complètement fabriquée. Complètement fabriquée. Ce n'est pas sa voix. Il y a mon frère, il y a sur Internet sa voix. On l'a mis. On peut le vérifier. C'est pas vrai ce qu'on dit. C'est pas vrai ce qu'on dit. Donc, moi, je veux bien que des personnes qui le connaissent, hein, que des personnes qui le connaissent viennent et me disent, voilà, ton frère, il était ça. Moi, ça me dérange pas. Ma mère puisse le faire, que sa femme puisse le faire, que d'autres personnes puissent le faire. Il n'y a pas de souci. Mais que des personnes qui permettent de juger une histoire à partir d'autres qui l'ont jugée eux-mêmes, mais qui l'ont mal jugée, ça me dérange un petit peu. Et en fait, le truc, il se résume à ça, en fait. C'est qu'en fait, il y a de bonnes victimes et pas de bonnes victimes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, qui ont droit à la justice à partir du moment, à condition, et d'autres qui ne l'ont pas à condition. Et là, ça veut dire une chose, en fait, aussi. Ça veut dire qu'en fait, le système, encore une fois, comment dire, il est vraiment pas du tout comme on nous le présente, en fait. C'est pas l'égalité, la fraternité, la liberté, non. C'est pas ça. Le système, il a rien à envier à des dictatures. Ce que l'on subit, ce que mon frère a subi, n'a rien à envier à une dictature. Parce qu'en dictature, c'est ça, en fait. Une dictature, c'est vous aurez la sécurité, mais vous n'aurez pas la liberté. C'est ça, la dictature. Vous aurez la sécurité, mais vous n'aurez pas la liberté. Et les soutiens, vous en avez? Est-ce que vous avez des soutiens d'élus, de proches, de gens, bon, les gens de quartier, je pense que c'est presque naturel. Mais en dehors de ça, est-ce que vous avez eu des députés? Est-ce que vous avez eu le maire de Clermont, par exemple, qui vous a appelé? Est-ce que vous avez eu quel soutien vous avez eu réellement en dehors, on va dire, de la population et notamment des habitants de quartier, mais pas que dans la marche pour Wissam, j'y étais, donc je peux en témoigner. Il y avait des Clermontois, des citoyens lambda qui ne connaissaient pas, mais qui s'étaient rendus compte qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas et donc qui avaient décidé ce jour-là de venir humblement marcher en silence avec une banderole. Mais en dehors de ça, toi, tu es mieux placé que tout le monde pour en parler. Qui vous a soutenu? Alors, ça dépend, en fait, à quel moment. C'est en 2012, donc il y a des gens qui nous ont soutenus et puis qui ont retourné leur veste par opportunisme. D'autres qui nous ont pas soutenus et qui se sont mis à nous soutenir. En fait, les soutiens, en fait, ils sont parfois très étonnants, en fait. Très étonnants parce que je vous parlais de la CAT. Par exemple, le dessinateur, effectivement, c'était assez étonnant qu'une personne fasse un dessin parce qu'il a été touché en tant que Clermontois, en tant que citoyen. Et il y en a d'autres où, effectivement, où on s'attendait en fait à du soutien. Là, je pense aux organisations, par exemple, musulmanes de Clermont-Ferrand. Et après, on les trouve à la préfecture, enfin, on les trouve au commissariat, regardant les policiers qui ont torturé mon frère recevoir des médailles d'honneur. Et parallèlement, on a des soutiens, comme je vous dis, assez étonnants, où des, où des associations chrétiennes, juives, viennent nous soutenir alors qu'il n'était pas chrétien ni juif, où il y a des anarchistes qui sont contre Dieu, contre tout ça, en fait, et qui disent non, on soutient. Donc, il y a pas de règle, en fait. J'ai envie de dire, les personnes qui nous soutiennent sont des humains, sont des gens plutôt sincères sur la longue durée. Et les gens qui nous soutiennent pas sont des opportunistes parce que nous, on demande que la justice et la vérité pour Wissam, pour tout le monde, pour pouvoir tourner la page et parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, en fait, c'est les soutiens sincères qui nous soutiennent. Les personnes qui sont sincères dans leur manière de voir. Et les personnes qui nous soutiennent pas sont soit des idéologues fascistes, soit des lâches, soit des opportunistes, soit je veux dire, Des ignorants aussi, quel est peut-être. le plus beau combat que ce que lui, que le combat pour la vie, vraiment? Est-ce qu'il y a d'autres combats
qui sont supérieurs à celui-ci que le combat pour la vie. Ouais, bien sûr. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, dans la question, voilà, c'était pour que les gens se rendent compte, parce que l'affaire Wissam El Yamni, elle fait écho à d'autres affaires. Steve Canisso, par exemple. Euh, on a aussi Adama Traoré. C'est des affaires qui ont eu un retentissement récent, notamment, très important, dans lequel on retrouve un peu toujours la même thématique quelque part, où les gens disent, voilà, on vous a présenté une version des faits, nous, on était sur place, on peut témoigner. Pour certains, on a des vidéos parce qu'on est aussi dans une époque où la vidéo a aussi révolutionné les choses. Les Gilets jaunes, David Dufresne, qui a recensé un certain nombre de signalements, d'ailleurs en envoyant sur Twitter directement des tweets à Place Beauvau en leur disant, bon, si je fais un signalement, je fais un signalement, je fais un signalement. Il y en aurait 10, on pourrait se dire, bon, bah, ok, il n'y a pas de problème. Quand on en arrive à des centaines et des centaines, avec des témoignages, avec des pièces à conviction, et que quelque part, il ne se passe pas grand-chose, forcément, ça interpelle. On ne peut... Si on est normalement constitué, soit on voit le mal partout, soit on s'interroge. Et moi, je suis média, donc j'essaie de rester objectif. Mais en tant que citoyen, je m'interroge aussi. On est, en plus, comme tu l'as souligné en tout début d'interview, on est dans une époque vraiment très particulière où on a beaucoup polémiqué, là, notamment avec Camélia Jordana. Pour resituer ce que dit Camélia Jordana, si toutefois des gens n'avaient pas vu l'info, ce qui m'étonnerait, mais on va quand même le faire, elle déclare que quand on est habitant de banlieue et qu'on part travailler, il y a un délit de faciès qui fait qu'on est massacré dans une cité par les policiers, etc. Bon, et elle dit, voilà, il y a un moment, il faut briser les tabous, il faut briser la loi du silence. Il y a un délit de faciès aujourd'hui des officiers de police vis-à-vis des habitants de banlieue. Elle essaie de prendre, adroitement ou pas d'ailleurs, mais des exemples. Ce qui est intéressant, c'est que ça a ouvert au débat. Ça a ouvert au débat, un espèce de débat qui est, à mon sens, régulier depuis des décennies, là, depuis vraiment, qui a explosé dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, depuis, ça c'est personnellement que je pense ça, mais depuis la fin de la police de proximité notamment. Et donc, elle lance un pavé dans la mare. Et on se retrouve toujours avec les mêmes choses, c'est-à-dire l'extrême droite qui dit mais attendez, les flics, vous êtes bien contents de les appeler quand si vous avez un problème, et puis vous brûlez les voitures, vous leur jetez des pierres, vous les massacrez dans les rues, etc. Non, nous, on soutient les forces de l'ordre. Et les autres qui disent, bon, il y a un moment, on vous a donné quand même des vidéos, des témoignages, des polémiques, des débats, etc. Et vous refusez de nous écouter, vous refusez de voir des évidences. Et on n'avance toujours pas. Euh, Toi, déjà, là, ça te concerne, c'est ta vie. Euh, c'est quoi que tu penses par rapport à ça? Pourquoi on n'arrive pas à débattre sereinement dans ce pays? Pourquoi on n'arrive pas à avancer sur ces thématiques-là? Pourquoi on n'accepte pas non plus que la France soit un melting pot de culture et que c'est peut-être une force plutôt qu'une faiblesse? Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de te poser comme question. C'est une très bonne question, Olivier. Une très, très bonne question que tu poses. Pourquoi, effectivement, moi, il y a, il y a un moment donné, je pensais qu'ils n'avaient pas assez d'éléments pour voir la vérité. Je me disais, il faut présenter les choses et ça suffira à voir les choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les faits ne suffisent pas. Il y a quelque chose qui, qui est, en fait, qui n'est plus du domaine du rationnel, en fait, effectivement. Et là-dessus, on ne peut rien faire. Ça sert à rien de donner des arguments de bonne foi à des gens qui sont de mauvaise foi. Ça sert à rien de donner des arguments de bonne foi à des gens qui n'ont pas la même foi. Vous savez, c'est comme l'héliocentrisme ou la Terre. Ça servait à, il y a des gens encore qui pensent que la Terre est plate, mais ça sert à rien de leur donner tous les éléments. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien vous savez, moi, les expertises, tout. Mais il y aura toujours des gens qui diront non, mais 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 non. Vous mettez des vidéos, on vous dira même, on ne connaît pas le début du contexte et tout. Vous envoyez des trucs, des témoins, non, mais attendez, c'est même, comment dire, avec tous les éléments,
nous, on a montré des photos, des photos où on voit des marques de strangulation. Et le juge d'instruction a dit, c'est des frottements de vêtements. Ça ne sert à rien de donner des arguments de bonne foi avec des gens. Il y a des gens qui sont de bonne foi dans ce pays. Il y a des gens, il y a vraiment des gens, il y a des crèmes, vous voyez, c'est des gens qui, comme Camélia, des gens vraiment qui se sacrifient, vous voyez, l'abbé Pierre, Coluche, des Balavoine, des gens qui sont magnifiques. Il y en a dans ce pays. Mais il y a des gens, en fait, qui vivent dans le mensonge, en fait. Et dire que, en fait, ils ont envie de dire que la France est une, est un pays républicain, que la police est républicaine, que les institutions sont bien, qu'on est, ils ont envie de croire à tout ça, comme si, en fait, comme si on était champion du monde. Vous voyez, quand on est champion du monde, on a gagné la Coupe du Monde et c'est bon, on est champion du monde 4 ans. Eux, ils disent, on a fait la révolution, on est une république, on est une démocratie, donc on est le meilleur pays. Et à un moment donné, quand on leur dit, mais votre police, vos policiers, elle est pas aussi, il y a des policiers qui commettent des crimes, il y a une justice qui trafique des preuves, il y a du racisme institutionnel, il y a tout ça. Et ben pour eux, quand on commence à dire ça, en fait, c'est comme si on disait que leur père était un violeur, que leur mari était un violeur ou un assassin. Pour eux, c'est quelque chose qui, en fait, ça touche à du sacré aussi pour eux. Vous savez, c'est notre, et le problème, il est là. C'est quand il y a deux sacrés qui se touchent, et ben, ça crée un conflit. Nous, ils touchent à notre dignité, à notre honneur. Et eux, ils ont l'impression qu'on touche à leur honneur en essayant de dire les choses. C'est pour ça qu'ils veulent interdire les vidéos de violence policière. C'est pour ça qu'ils veulent tout, parce qu'en fait, ils ont l'impression que, en fait, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire, qu'il faut faire semblant de pas dire, et qu'au fond, c'est une minorité, qu'on peut passer à autre chose et tout ça. Et qu'au fond, ça serait un petit peu mieux, comme si, en fait, il y a des vérités qui ne sont pas forcément bonnes à dire. Pour eux, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont dans le domaine de l'utilité, de l'efficacité. C'est-à-dire, ils se disent, c'est efficace de prendre quelqu'un et de lui et de le tabasser comme ça, il s'en rappellera, il évitera d'en refaire une. Comme ça, les autres verront. Vous voyez, la police, faut qu'elle soit dure, comme ça, il y aura la sécurité. Il faut, vous voyez, il y a cette philosophie-là du salaud. Il y a des gens qui, une idéologie du salaud qui est un petit peu répandue. Et parce que, en fait, d'un côté, on a besoin de cette efficacité-là, cette utilité-là. Et bon, voilà, on se dit, allez, on oublie quelques trucs, on pardonne de temps en temps. En fait, on considère que c'est des petites erreurs, des petits écarts. Nous, en fait, le problème qu'on a, c'est que nous, notre difficulté, c'est que on ne sait pas quand on parle à des gens de bonne foi ou de mauvaise foi. Donc on donne des éléments parce qu'on est obligé de donner des éléments. Il y a des personnes comme toi ou d'autres personnes où les arguments de bonne foi suffisent. Et il y en a d'autres où les arguments de bonne foi ne suffisent pas. Il y aura toujours quelque chose qu'on va nous reprocher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qui il était? Mais tout ça, mais tout ça. Parce que ça touche quelque chose qui ne veulent pas voir. Une vérité qu'ils ne veulent pas voir. Et que peut-être aussi, s'ils ne veulent pas le voir, en fait, c'est parce qu'ils se sentent aussi, en fait, un petit peu, comment dire, insultés dans tout ça. Parce que moi, le truc qui m'étonne, c'est qu'on entend souvent les policiers parler d'honneur. D'honneur. Mais l'honneur, ça repose sur quoi? Ça repose sur la vérité, mon Dieu. L'honneur, ça repose pas sur le mensonge. On nous Après, parle toujours de l'honneur de la police. Mais putain, mais comment c'est possible de défendre l'honneur par le mensonge? Non, l'honneur, ça se défend pas par le mensonge. L'honneur, ça se repose sur la vérité. Et c'est pas parce que le problème qu'il y a, c'est que de la même manière que nous, ils nous traitent de manière binaire, on est bien ou on n'est pas bien. Eux-mêmes, ils se traitent de la même manière, ils sont bien ou ils sont pas bien. En fait, c'est ça, vous savez, à partir du moment où on traite mal les autres, en fait, on se traite soi-même. Donc, à partir du moment où ils nous essentialisent, ils s'essentialisent aussi. Donc, ils considèrent que s'ils font une connerie, reconnaître que c'est une connerie, ça voudrait dire institution. Et le paradoxe, c'est que c'est performatif, leur truc. C'est justement le contraire.
C'est à force de ne pas reconnaître que toute l'institution est entachée. Nous, au début, si on nous avait dit, c'est des policiers, si les policiers avaient pris la parole, en Allemagne, ils militent contre l'utilisation du flashball, parce qu'en Allemagne, ils se battent contre les nazis dans la police, le racisme dans la police. Ouais. Et si, justement, pourquoi? Parce qu'ils disent, il faut pas qu'on soit entaché par ça. En France, c'est le contraire. En France, ils considèrent que quand il y en a un qui fait une connerie, si on reconnaît, c'est tout le monde. Et le problème qu'il y a, c'est parce que la minorité, on nous dit c'est des minoritaires, parce que la minorité est soutenue par la majorité, eh ben on est obligé d'attaquer la majorité. Et la majorité, elle se sent attaquée, mais en fait, c'est parce qu'on est obligé, parce qu'elle est soutenue, elle soutient la minorité, elle soutient les mauvais policiers. Les mauvais policiers qui font des choses, les policiers qui tuent, elle est soutenue par la majorité. Le syndicat majoritaire, là, Alliance, mais ils vont jusque devant les tribunaux soutenir des criminels. Comment? Alors, à partir de là, on peut dire, ouais, mais c'est pas tous les policiers, tout ça. Mais à partir du moment où elle est soutenue d'un point de vue collectif, on est obligé de les accuser collectivement. C'est juste une vérité, en fait. À partir du moment où ils sont soutenus collectivement, on est obligé de les attaquer collectivement. Parce que c'est de l'autodéfense, en fait. C'est de l'autodéfense. On ne peut pas faire autrement, en fait. Eux, ils ont la possibilité de faire les choses autrement. Ils ont la possibilité d'enlever leur brebis galeuse, mais ils ne veulent pas. Parce qu'en fait, ils se sont habitués aussi. Il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est le privilège. On s'habitue au privilège. On sait très bien, quand vous avez la police, à un moment donné, tuer comme elle voulait, en fait. Et là, elle s'aperçoit qu'elle peut plus tuer comme elle veut. Ah. Et le problème des privilèges, c'est qu'à force de s'y habituer, ça devient des droits. Et quand vous commencez à remettre en cause ces privilèges, ils sont défendus comme si vous remettez en cause des droits. Il est là aussi le problème. En fait, les raisons sont énormes. Mais il y a une chose, vous savez, nous, on n'aura peut-être pas gain de cause dans tout ça. Peut-être que nous, ça me semble très, très compliqué. Mais l'histoire nous rendra raison. L'histoire nous rendra raison. L'histoire se dira qu'il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit non. Vous voyez, comme là, je vois l'esclavage. On nous dit, ouais, il y a Schloffer qui s'est levé et tout ça. À un moment donné, il y a des gens on rendra hommage à ces gens-là. Et on se dira que ces gens-là, en fait, ils demandaient, les personnes condamnées, on demande rien, on demande rien de plus que nos droits, que la défense de nos droits. On ne demande pas des privilèges, je ne demande pas des privilèges. Ma famille ne demande pas des privilèges. Là, je rebondis aussi. On s'est eu au téléphone un petit peu avant pour se caler, comment on va faire l'émission, etc. Je t'ai dit, je ne te donne pas les questions. J'ai été surpris parce qu'à un moment, allez, je vais raconter une petite anecdote. Je faisais pour les 1 an des Gilets jaunes sur Clermont-Ferrand un reportage. Et je filmais en fait ce qui se passait sur Clermont-Ferrand. Et à un moment, je suis en train de filmer à une distance vraiment éloignée des policiers. Donc, pas des CRS, hein, c'est les policiers, ils sont habillés comme les CRS, sauf que le liseré est bleu et n'est pas jaune comme les CRS, et qui sont en train de se mettre en faction devant des gilets jaunes. Pas de coup, rien du tout. Et je filme. Et j'ai un gars, parce que, excusez-moi, je ne vais pas dire un policier, mais volontairement, j'ai un gars qui arrive avec des vêtements de civil, pas de brassard police, aucun signe qui permettait l'identification d'un agent de police et qui me prend par le bras et qui me dit « Bon, maintenant, t'éteins ton portable. » Je dis « Pardon ?»« Ouais, vas-y, dépêche-toi, t'éteins ton portable. » Je lui dis « Est-ce que vous pourriez me décliner votre identité ?» Il me dit « Je suis agent de police. Maintenant, t'éteins ton portable ou je te le pète. » Je dis « Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, dépêche-toi, éteins-le. » Je l'éteins. Vas-y, dépêche-toi, éteins-le. Et ça, c'est filmé, je l'ai mis sur Twitter parce que la vidéo, elle est pratique. On peut pas me taxer de dire que ce n'est pas vrai. Je ne dirai pas ce qui s'est dit après. Ça me regarde, ça me regarde, ça n'a pas été filmé. En tout cas, c'était pas beau. Mais ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que n'importe qui peut être policier. Je peux arriver vers un mec dans la rue, le prendre et lui dire « Hey, toi là, tu viens avec moi. Mais t'es qui toi? Je suis policier. Donne-moi ta carte, ta gueule, je suis policier. » C'est dérangeant. On est dans un état de droit. Un policier est un représentant de la loi. Or là, je vous présente une situation anecdotique, peut-être pour certains,
mais qui prouve qu'un représentant de la loi ne respecte pas la loi et demande d'être un citoyen, d'être irréprochable. J'ai toujours défendu les bons policiers. Ce qui m'a, quand on s'est eu au téléphone, c'est tu défends les policiers. Tu défends les policiers. Tu me l'as dit toi-même au téléphone. Et je peux attester de ce que je suis en train de dire et tu peux aussi l'attester. Tu m'as dit à un moment, ouais, mais tu sais, faut pas croire qu'ils sont tous comme ça. Faut pas croire qu'ils sont tous mauvais. C'est pas vrai. Il y en a des très bien, sauf qu'on les entend pas. Et là, tu m'as interpellé. J'ai dit, attends, dans les circonstances dans lesquelles sont morts ton frère, c'est étonnant d'entendre ça de ta bouche. Et tu m'as dit non. Et puis après, bon, ça a duré un petit moment, hein, on va dire, parce que tu es bavard et je le suis aussi. Mais ça m'a interpellé. Et je pense qu'on est dans un pays qui manque de probité. La probité, c'est l'honnêteté scrupuleuse. Je le dis souvent parce que c'est une valeur que je défends énormément. Si on veut un gamin, il fait une connerie. On va lui expliquer, on va le punir, mais on ne va pas reproduire la connerie soi-même en tant qu'adulte, parce que sinon l'enfant ne peut pas assimiler sa bêtise. C'est exactement pareil pour le citoyen. Je juge, pour ma part, que la police est un service public. On ne tutoie pas les inconnus, on ne les prend pas par le bras, on s'identifie, on porte son RIO, on porte sa carte de police. Et là, après, on peut venir faire des leçons de morale à tout le monde. Moi, je le constate. Si moi je le constate, je peux émettre un avis en tant que citoyen. Je n'ai pas du tout apprécié ce qu'il s'est passé. Je connais les policiers, j'ai des amis policiers, je leur en ai parlé. Ils ont des devoirs de réserve. Ils m'ont dit, tu sais, il n'y a pas que des bons chez nous et il n'y a pas que des intelligents non plus. Mais fais pas une généralité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce que tu es en train de dire là. Voilà, donc moi, on va terminer l'interview parce qu'il ne faut pas que ça dure 2 heures et que j'essaie maintenant de vraiment temporiser, évidemment. La dernière question que je vais te poser, et je te laisserai terminer. Déjà, est-ce que tu crois qu'un autre monde est possible et d'autres relations sont possibles entre les citoyens, les gens de cité et les policiers? Ça, c'est la première question. Et de deux, est-ce que tu es optimiste? Et on terminera là-dessus. Oui. Olivier, si tu peux me permettre, en fait, c'est pas vraiment, je disais pas qu'ils sont pas tous mauvais. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, leurs mauvaises actions ne les définissent pas, parce qu'ils peuvent aussi faire de bonnes actions. C'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne, je crois qu'elle est là. J'insiste là-dessus parce que si on n'a pas compris ça, on peut pas résoudre ce problème-là. On peut pas se résoudre ce problème-là. Il est là. C'est le problème du verbe être. Tu vois, tu as dit on est dans un état de droit. Mais en fait, tu pars du principe qu'on est et après on fait. En fait, non. C'est ce qu'on fait qui définit ce qu'on est. C'est pas ce qu'on est qui définit ce qu'on fait. Et c'est pareil. Une personne n'est pas bonne, en fait. Elle peut faire des choses bonnes et elle peut faire des choses mauvaises. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est valable pour tout. C'est comme quand une personne dit elle est raciste. Et après, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Bah, on trouve un élément où elle a fait preuve euh, à un moment donné où on se dit, mais elle a fait quelque chose qui n'est pas raciste. Alors, elle est raciste ou elle n'est pas raciste? Bah, parce qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas raciste, elle n'est pas raciste. Mais c'est pas ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, elle peut faire quelque chose de bien et elle peut faire quelque chose de mal. Et moi, je pense que le truc, il est beaucoup là-dessus. C'est juger les faits et pas juger les personnes. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, si déjà le monde, c'est qu'on juge ce qui est fait, les actes, et juste les actes, qu'on arrête de juger les personnes. Vous voyez? Après, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, moi, malheureusement, on m'a mis dans une position où on m'a défini des ennemis. On m'a défini des ennemis. Je voulais pas avoir ces ennemis-là. C'est comme la France pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient résistants. Bah, il y avait certainement des Allemands et parmi les soldats, qui étaient de bons pères de famille, qui faisaient des choses plutôt. Vous voyez, il y avait certainement des choses, des personnes qui faisaient leur métier de manière honnête. Ça même, Hannah Arendt parle de ça, du procès Eichmann. Il y a des gens qui ont simplement fait ce qu'on leur a demandé. Sauf que pour le résistant, en fait, il ne doit pas se poser cette question-là. Il ne doit pas se poser la question s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Il doit d'abord se poser la question, c'est qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça. Ouais, d'une certaine manière, c'est l'opprimé
l'oppresseur qui choisit la forme de l'opprimé. Moi, on a tué mon frère, on a menti. À partir de là, eh ben, il y a un camp qui s'est défini comme mon ennemi. Et il s'est défini comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit, qui a pris les personnes qui ont tué, il a pris les personnes qui ont trafiqué, qui ont dit, ils sont sous notre aile. Et si vous les attaquez, vous attaquez la police. Ben, à partir de là, on est obligé d'attaquer la police. Même si on perd. Je sais très bien que c'est un combat perdu d'avance. Je le sais très bien. Je sais très bien qu'on aura. Mais en fait, au moins, ce qui est important dans la vie, c'est les gens, ils se disent, vous n'aurez rien. Ça me saoule quand les gens disent ça, vous n'aurez rien. Mais qu'est-ce qu'ils croient quoi? Ils croient qu'on est dans un jeu, en fait, qu'on cherche la petite coupe après. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut simplement, c'est de faire ce qu'on doit faire pour nous et pour les autres. Voilà. Moi, j'aimerais juste ça, que les gens fassent ce qu'ils doivent faire le plus justement possible et qu'ils se posent d'abord la question de la moralité, avant de se poser la question de l'efficacité et de l'utilité. Parce que la police, la préfecture, ceux qui nous gouvernent, se posent d'abord la question de est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace? Est-ce que de mentir, c'est efficace? Ouais, c'est efficace. Comme ça, on n'a pas de problème. Comme ça, on peut avoir l'ordre. Mais est-ce que c'est moral? Non, c'est pas moral. Et bien, sur le long terme, un ordre qui n'est pas moral, forcément, il devient illégitime. Et là, ce qu'on voit, c'est le paquebot est lancé. Moi, je sais que le paquebot est lancé. Il y a à peu près une dizaine d'années, quand ça avait commencé, on se faisait insulter quand on parlait de ça. Les gens nous prenaient pour des menteurs, des tout ça. On devait toujours donner des arguments, toujours tout ça. Maintenant, le paquebot est lancé. On a planté les graines un petit peu partout. La vérité triomphera. Et la question, elle est juste là, en fait. Il suffit juste de dire non. Et à un moment donné, je pense qu'on va construire un système qui va être bien pour tout le monde. Vous savez, les policiers, là, ils disent souvent qu'ils manquent de reconnaissance, de respect et tout ça. Eh ben, peut-être que le jour où ils feront preuve d'un petit peu plus de sacrifice, voyez, eh ben, ils auront en face des gens qui se diront, non, j'abuse quand même, là. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens se disent pas, j'abuse. Ils se disent, ils le méritent. De la même manière que les policiers disent qu'ils le méritent. Il y a une forme de cascade, d'un truc en cascade. Les gens se disent, on a affaire à des salauds, là. Ils se disent, non, mais c'est des délinquants. Donc, on est dans une forme comment dire, dans un truc je sais pas comment dire, ping-pong, quoi. Un ping-pong où on est tous perdants. Sauf que le truc qu'il y a, c'est que nous, en fait, finalement, on n'a plus rien à perdre. Et c'est ça on n'a plus rien à perdre. Moi, je vois pas ce que j'ai encore à perdre, en fait. Donc, tout ce qu'on a à faire, finalement, qu'on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Maintenant, c'est à nous de définir tout ça. Alors, effectivement, c'est comme la République et tout ça, en fait, ça demande de l'effort. Mais les fruits qu'on va cueillir après tout ça, ça sera des bons fruits. C'est-à-dire qu'en fait, on va perdre des choses, mais ce qu'on va gagner, ça sera meilleur pour tout le monde. Parce que finalement, on a tous intérêt à vivre dans un système juste. On a vraiment tous intérêt à vivre dans un système juste. Eh ben, écoute, moi j'aime l'optimisme, j'aime ce qui est positif, donc je pense, pour ma part, que tout est possible. Comme je te l'ai dit, hein, je suis resté de longues années avec une personne qui était musulmane. Je suis athée, hein, moi-même. Donc je profitais moi du Ramadan, si tu veux, pour faire la fête le soir et manger avec tout le monde. Donc c'était super sympa. Euh, je pense que les gens ne se connaissent pas, si tu veux un avis objectif, et que les gens, malheureusement, via les médias qui ont été aussi, je veux pas porter des accusations sur les médias, mais ils ont fait beaucoup de mal par rapport à ça, parce que on a mis des vérités toutes faites dans la tête des gens. Et quand on parle d'Arabes, les Arabes sont comme ça, les Manouches sont comme ça, les Français de souche sont mieux que les autres, les policiers sont comme ça, les agriculteurs sont comme ça, les Olivier, patrons sont comme ça, Olivier, etc. pour revenir sur ce que je disais, tu as remarqué que tu as utilisé le mot son à chaque fois. Mais oui, Bon, mais c'est juste ça. voilà, je C'est parle. qu'à partir du moment où tu utilises ce mot-là, en fait, et le problème, c'est dans la vie d'aujourd'hui, on apprend les deux premiers verbes qu'on apprend, c'est être ou avoir. Être ou Bien avoir. sûr, je C'est faux. partage. Et pourtant, Voilà. c'est les deux mots. En fait, c'est les deux mots qui n'ont aucune réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Non, on n'est pas gentil. Non, on n'est pas bon. Non. Et on n'a pas. Parce que à un moment donné, ce que tu as, ne t'appartient
pas. C'est-à-dire que les deux mots sur lesquels la langue française est construite, c'est deux mots qui amènent l'erreur. Donc à un moment donné, c'est pas simplement les médias, c'est aussi les mots, c'est aussi tout. Il faut vraiment se poser la question. Effectivement, il y a des choses qui sont présentées. Même, c'est difficile de s'enlever de ce mot-là, mais il faut faire une révolution sur tous les trucs, quoi. Parce qu'en fait, on va pas dans la bonne direction, quoi. On s'aperçoit des problèmes sans s'apercevoir des origines des problèmes. Et on n'écoute pas ceux qui ont des pensées alternatives. On les traite comme des. Moi, il y a des anarchistes. Moi, je pensais que c'était des gens qui avaient des couteaux sous les dents et qui partaient. Tout ça. Bah, je m'aperçois qu'il y en a certains. Bah, franchement, ils sont loin d'être. C'est des crèmes, quoi. C'est vraiment des crèmes. Et de même, il y a des. Voilà, comme je t'avais dit, il y a de tout, quoi. Les choses ne sont jamais aussi simples que comme on représente. Et comme tu dis, ouais, c'est simplement rencontrer, discuter, parler. C'est peut-être ça qui manque, ouais. Il faut Parler. de la communication. Il faut de la communication. Moi, tu vois, par exemple, hein, je me permets de te couper, mais je suis un média. Je me suis créé média. Alors, l'avantage, c'est que je vais recevoir une carte de presse. Donc là, on va me donner plus de légitimité, forcément. Mais mes moyens sont spartiates. Vous voyez mon studio derrière. Je vais pas vous mentir, hein, on n'est pas chez BFM TV, on n'est pas sur CNews. On m'a dit souvent, fais une cagnotte. J'ai refusé catégoriquement parce que je considère que l'important n'est pas l'habillage, mais c'est le contenu de ce qu'on veut faire et de rester objectif et de faire avancer le débat, mais sereinement. Et ce qui est intéressant dans ce type de jeu de face à face, comme je le fais avec toi, comme je le ferai avec d'autres, c'est ça justement. C'est d'essayer de ne pas être accusateur, mais essayer justement de proposer autre chose, de montrer que d'autres médias sont possibles et qu'on n'a pas besoin d'être dirigé par un milliardaire pour avoir une chaîne de médias et qu'on peut faire des informations de qualité, qu'on peut faire des interviews de qualité. C'est ça qui va faire avancer le débat parce que quelque part, quelqu'un qui avait peut-être des a priori ou des préjugés sur l'affaire Wissam El Yamni, elle va peut-être regarder cette vidéo aujourd'hui, elle va peut-être regarder un Farid et elle va se dire putain, mais Farid, il est loin d'être con, quoi. Il est intelligent, il a des bons arguments, et puis tu as vu, il tire pas sur la police, il arrive, il reste factuel, il se défend. Parce que si ça avait été mon frère, eh ben, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à sa place? Je serais resté dans mon salon sans rien faire, me dire, bon, bah, finalement, tout va bien. Non. Et ça, c'est important. Parce que là où je te rejoins, c'est que on ne laisse pas assez d'alternatives. On nous ferme beaucoup des portes. Je suis quelqu'un qui suis un lâche-rien dans mon métier de média bénévole, hein, parce que j'en vis pas, ça me coûte beaucoup. Je perds même le temps de famille en faisant ça quelque part. Là, mes amis sont en train de faire un barbecue, je fais une interview. Donc, mais c'est important. Il faut que collectivement, on s'écoute, on échange. On peut ne pas être d'accord. Tu m'as repris à plusieurs reprises, mais tu le fais de manière cohérente. Donc, je ne peux que te donner raison et aller dans ton sens. Supprimer le verbe être de la langue française me semble relativement Non, difficile. non, mais On pas peut forcément le essayer d'allier, supprimer, mais mais ce serait presque de être la conscient. novlangue. Ce Être, serait de la novlangue. par exemple, si tu dis une personne est plutôt bonne, ça me va, en fait. Le problème c'est pas supprimer, c'est relativiser. Voilà. Une personne est plutôt bonne. C'est mettre des nuances dans les choses. C'est pas Oui, oui, supprimer. non, je suis complètement d'accord avec toi. Je disais tout à l'heure, les médias disent que les gens sont. C'est Oui. pas Zoli qui dit ça. Et Mais attends, moi quand je fais des repas de famille, hein, je vais te dire, j'ai des gens qui votent RN dans ma famille. Bon, c'est leur choix, c'est pas le mien. Mais si, en disant, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas, tac. Et toi, tu vas dire ça, il va dire non, mais regarde, il y a d'autres trucs. c'est tout ça. Mais c'est des gens que j'aime, c'est des gens de ma famille. Et je leur dis, écoute, je connais suffisamment de maghrébins, de gens du voyage et de toute communauté, même des policiers, pour t'affirmer que tu ne peux pas affirmer qu'ils sont tous comme ça. Mais quelqu'un qui a été presque gouroutisé, c'est un peu comme les partis politiques, on gouroutise tout ça. Tu as la bonne parole et tu as les disciples. Le danger, en fait, mais même en répondant comme ça, c'est pas la bonne réponse. Excuse-moi de me permettre de dire ça. Parce qu'en fait, la mauvaise personne est accompagnée de la bonne personne. Et le bon arabe est accompagné du mauvais arabe. Tu peux pas dire, quand on te dit les personnes sont comme ça,
Si tu dis non, mais ils ne sont pas tous comme ça, en fait, c'est la même logique. Il faudrait dire plutôt, cette logique que tu donnes, en fait, elle n'est pas bonne parce que tout ça. Et parce que le problème qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où tu dis ça, bah, la personne, si elle fait quelque chose de mauvais, elle fait partie du camp des mauvais, en fait. Et en fait, tu accompagnes. Le bon client est accompagné du mauvais client. Voilà. Et en fait, c'est pas simplement ça. Par contre, Olivier, désolé, je vais devoir te laisser parce que il y a la casserole qui et ça sent, j'ai l'impression que ça sent un petit peu le brûler. Alors, et bien justement, alors c'est les conditions du direct, hein, voilà, c'est les médias maison, justement. Donc, on va en terminer là. En tout cas, j'étais Oui. ravi de te donner la parole, j'étais ravi de te recevoir. Merci Zolif à toi. Media sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Comme vous le savez, c'est tout à l'huile de coude. Si le média vous intéresse, eh ben, soutenez-moi, partagez-le, parlez-en autour de vous. Là, je vais avoir une députée socialiste au mois de juillet qui a accepté l'interview. Je vais avoir une personne assez connue, mais j'en parle pas parce que j'aime bien entretenir le suspense. Je vais avoir quelqu'un qui va nous parler d'une innovation qui peut changer le monde de l'habitat. Voilà, j'essaie je suis culotté, j'ai un peu de culture G, je m'en sers aussi forcément. Je suis pas là pour briller. Je ferai ça aussi bénévolement le temps qu'il le faudra, parce que le but n'est pas de se faire connaître. Le but est de faire connaître les gens et de faire connaître les initiatives et de faire connaître les affaires et de donner la parole à ceux à qui on la bâillonne malheureusement. Voilà, donc Merci. C'est j'étais gentil. énormément. Et je dirais juste, si tu permets, je dirais juste une chose, c'est que tu peux avoir un intérêt à partir du moment où l'intérêt collectif est respecté. L'intérêt individuel, il n'est pas contradictoire avec l'intérêt collectif. Mais faut voir aussi l'intérêt collectif. Donc, tu peux avoir un intérêt, hein, faut pas t'interdire d'avoir un intérêt, mais il faut juste que l'intérêt collectif soit. Et c'est ce que tu fais. En tout cas, Alors, merci. j'ai un média de manière très transparente parce que j'aime la vérité. J'ai un média qui s'appelle The Live Media où je ne fais que du média. Et j'ai un profil qui s'appelle The Live sur Twitter où là, par contre, c'est The Live qui parle et qui dit ce qu'il a à dire, que ça plaise ou pas d'ailleurs, mais qui milite et qui argumente. Donc, je fais bien la distinction entre les deux. The Live Media a invité des marcheurs à venir témoigner. Théoriquement, j'ai l'accord d'un marcheur, d'un représentant d'LRM pour venir. J'espère que ce n'est pas que de la parlotte, on verra. Mais en tout cas, quand on veut faire du média, il faut rester objectif. Il y a un temps pour tout, le militantisme et le média. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Va éteindre ta casserole, Ouais, Farid. Je te merci. remercie infiniment d'avoir accepté l'interview. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci. J'espère que, donc, par contre, la vérité pour Wissam sur Twitter notamment, n'hésitez pas, Non, arrobase justice et CJD, vérité pour Wissam. Mais voilà. bon, Un peu de pub aussi, parce qu'il en faut malheureusement, c'est le monde de la com. Donc, allez voir, il reprend tout ce qu'on a dit un peu dans la vidéo. N'hésitez pas à le soutenir psychologiquement parce que ben, un petit bon mot, ça fait du bien. Ça change rien dans votre vie, mais ça donne du baume au cœur. Et de dire, bah, écoute, tu vois, j'ai vu ta vidéo, mec. Et ben, franchement, tu m'as touché parce que je me suis rendu compte que j'aurais pu être à ta place. Et bravo pour ton combat, on te soutient. Juste ça, ça fait du bien. merci Voilà. beaucoup. Bon courage en tout cas pour la suite. Eh ben, Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Farid. Merci à beaucoup à tout le monde. Et comme j'ai toujours l'habitude de terminer mes vidéos, surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. On est encore en Covid, hein, déconfinement, tout ça, mais faites attention à vous, préservez-vous et surtout, aimez-vous et respectez-vous. C'est bien le plus important. Voilà. À toutes et à tous, une bonne journée. Et moi, je retourne à mon barbecue. Ciao, ciao. Ciao.